Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles guerres Sith qui se situent après tout le pataquès avec The Old Republic, Malak, les Jedi et tout ça. Là c'est vraiment des petites histoires courtes qui s'étalent sur une période assez longue. En fait c'est vraiment la période, si on considère ça comme un seul conflit, c'est considéré comme le plus grand conflit entre les Jedi et les Sith et accessoirement la République de toute l'histoire en fait, puisque c'est un conflit qui a duré plus de 1000 ans. Bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, donc vraiment dans la partie toute la partie histoire. Pour le moment, j'aimerais déjà remercier les joueurs, j'allais dire joueurs c'est une habitude, mais toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur iTunes, notamment Zelz qui me demande des épisodes plus longs. Alors le problème, je vais lui répondre tout de suite, c'est que le problème de faire des épisodes plus longs, c'est que ça me prend aussi plus de temps d'enregistrement. C'est pas forcément que j'ai pas le temps d'investir, de prendre autant de temps pour le faire. C'est simplement que les conflits sur lesquels je me concentre, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On pourra aller plus au fond des choses, mais je pense que ça sera vraiment détaillé après. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous vous rendez compte, je viens quand même de passer en 4 épisodes quasiment 50 000 ans d'histoire. Je pense que ça va faire des épisodes un peu plus, peut-être plus courts. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être des formats 40 minutes à des formats 30, 25, 30 minutes pour les épisodes qui vont suivre. À partir du moment où je vais commencer à aborder tout ce qui a été traité en bouquin. Mais je vais quand même garder comme axe principal de traiter des conflits majeurs et des zones, on va dire, majeures de l'histoire avec dans un seul épisode. Une fois que j'aurai retracé toute la chronologie existante à l'heure actuelle, je traiterai bien sûr des petits passages indépendamment. Je me pencherai plus en avance sur certaines cultures, notamment les Mandaloriens, qui sont une culture très méconnue, même si on connaît deux personnages principaux qui sont Jango Fett et Boba Fett. Donc je traiterai les Mandaloriens séparément. Il y a plein d'autres trucs à traiter. Je pense pas que je vais parler, comme je l'avais dit au début du podcast, de tout ce qui est genre les chantiers de construction, la marque des moteurs de tel ou tel vaisseau. Ça existe, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ça fait pas partie de l'histoire, ça fait partie, on va dire, de la technique. Donc je vais traiter petit à petit, et je pense qu'en fait il y aura encore beaucoup d'épisodes, et faire des épisodes plus longs aujourd'hui ça sert à rien, sachant que je vais revenir sur ces périodes ou au moins sur des petits événements qui méritent d'être approfondis, des trucs un peu épiques qu'on peut connaître dans l'univers de Star Wars. J'aimerais aussi dire un grand merci à Onidra et à son réseau Game Guide qui m'a publié en fait pour le dernier épisode, puisque c'était un épisode qui parlait de l'ancienne République et notamment du jeu vidéo The Old Republic, tout ce qui était, on va dire, la genèse de cette période. Et vu qu'Onidra a un site dédié aux jeux vidéo et que ça correspond à l'univers du jeu vidéo, elle m'a publié, donc il y a énormément de... Puis j'ai eu un gros pic de commentaires sur mon blog. Ouh mon dieu, 10 commentaires de plus, c'était la folie pour moi.
Et il y a eu quelques commentaires sur le site de Nidra aussi, donc je remercie tous ceux qui ont posté les commentaires. Il y a aussi Ivana qui m'a donné un conseil sur le fait que je disais toujours en plein milieu de mes phrases, je sais. C'est pas mon premier podcast, même si l'ancien est tombé un peu dans le néant. Mais je sais que j'ai tendance à dire ça, je retravaille plusieurs fois le texte, je me relance plusieurs fois à réécrire complètement des passages pour éviter vraiment de m'arrêter et de dire ce au milieu des phrases. Mais malheureusement, j'ai vraiment du mal à ce que mais je suis au courant et je travaille dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé des commentaires. N'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Comme l'ont dit certains, il y a des choses qui sont à me reprocher, notamment ce qu'a dit Evana, donc les au milieu des phrases qui sont à esquiver. J'essaye au maximum de les éviter. D'autres qui me demandent des épisodes plus longs, malheureusement techniquement c'est pas forcément très intéressant d'avoir un épisode vraiment plus long, parce que ça redécouperait des conflits en plusieurs épisodes et c'est pas ce que je trouve intéressant. Donc je prends toutes les critiques qui peuvent venir et j'essaye de m'améliorer. Enfin, en tout cas, merci à tous. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Donc pour cette partie histoire, je vais revenir sur ce qui se passe après les guerres Sith. Donc c'est bien sûr ce qui se passe après les anciennes guerres Sith. Là on parle de nouvelles guerres Sith, puisque on parle vraiment du conflit entre les Sith restants. Je sais pas si vous vous souvenez quand même. Donc la lignée Exar Kun a été détruite. Les Revan et Malak ont été détruits également, enfin dire leur côté obscur a été détruit, Malak complètement parce qu'il était resté un Sith. Revan a fait sa rédemption. Ensuite on a eu le retour du second empire Sith dans la galaxie, qui a mis à mal la République mais qui a été quand même vaincu par la suite. Et là on retrouve vraiment on va dire, le résidu de ces Sith là qui ont été vaincus au travers de la galaxie sur la période qui s'appelle la période Dragulch. C'est un millénaire complet d'obscurantisme. En fait, il y a eu 1000 ans de guerre. Alors je vous rassure, c'est pas 1000 ans de guerre continue. C'est pendant 1000 ans, il y a eu des conflits réguliers, des escarmouches, des Jedi contre les Sith et inversement. Il y a parmi ce long conflit continuel, c'est un peu comme tous les conflits au Moyen-Orient, c'est même si on va dire c'est dramatique ce qui se passe ici, mais c'est quelque chose qui s'étend sur tellement longtemps que finalement on s'en étonne même plus. Et ce que je trouve assez dommage, on va dire IRL, après au niveau des Sith et des Jedi, c'est des petites histoires redécoupées. On va dire que c'est des auteurs qui ont, avec des BD, des bouquins, qui ont comblé cette période de vide qui manquait. Parce que chaque fois qu'il y a une période de vide, elle peut être comblée par un roman à condition que ça suive la chronologie. On peut pas ressusciter un personnage 20 000 ans après sa mort et lui faire détruire la galaxie. Après on se demande comment finalement la galaxie s'est relevée de ça. Enfin bref. Voilà. Donc il y a ces nouvelles guerres Sith qui vont opposer des petites sectes Sith. Parce que toutes les troupes de l'ancien empire Sith ont été éparpillées et se sont formées en petites cellules, des sectes qui se sont affrontées pour le pouvoir. Donc il y a eu énormément de conflits entre ces petites sectes, ce qui fait que pendant 1500 ans, la République est restée relativement tranquille. Les Jedi aussi ont eu le temps de reconstruire, c'est un peu l'âge d'or de la République, puisque c'était l'une des plus longues périodes de paix, et qui va suivre l'un des plus longs conflits et sans doute l'un des plus meurtriers. Donc en 1000 avant la bataille de Yavin, le maître Jedi Fanius déserte l'ordre. Il prend vraiment l'ordre au dépourvu et même il s'en rend pas vraiment compte tout de suite. Il réunit quelques sectes pour, on va dire, explorer la nouvelle voie. Il se fait appeler Dark Ruin et il devient donc chef, un seigneur Sith. Bien sûr, comme tout seigneur Sith, il va avoir tendance à faire un peu son mégalo, à sacrifier et à envoyer à la mort beaucoup de ses congénères, si bien qu'en fait il traitait vraiment ses adeptes comme des moins que rien, comme des choses. Et ça a vraiment pas plu donc à ses adeptes, aux Sith, qui se sont mutinés et l'ont tué. Donc le conflit est resté comme très restreint, puisque c'était
Ça a été très court, hein, les Jedi n'ont même pas eu à intervenir là-dedans. Mais le gros problème, c'est que Fanus a quand même réussi à unifier quelques sectes Sith, à les fédérer. Et ça pose un problème aux Jedi, puisque les Sith ne sont plus des cellules distinctes maintenant, mais sont réunis sous une seule bannière. Même si, au sein de ce clan géant, on va dire, il va y avoir des luttes fratricides pour le pouvoir, ça reste quand même un seul clan. Donc à partir du moment où il y en aura un qui va remonter à la tête, ça va créer une nouvelle menace pour les Jedi. Les 250 années suivantes, la galaxie fut vraiment au bord du chaos. Là, c'était... donc les Sith continuent à se péter la tronche entre eux pour prendre le pouvoir. Et surtout, la République subit d'importantes crises économiques. Il y a un effondrement du marché minier. Et ça oblige la République à rétrécir ses frontières, à abandonner des colonies minières. Et elle n'a plus, on va dire, le poids financier, ou voire même politique, qu'elle pouvait avoir avant. À ce moment-là, si l'un des deux camps, donc les Sith ou la République, avait décidé d'attaquer l'autre, subitement sans avertissement, il aurait gagné la victoire. Les deux camps étaient dans de telles situations que le premier qui allait engager le combat allait forcément gagner, prenant l'autre complètement au dépourvu et ravageant les rangs, donc soit des Sith soit de la République, mais complètement, parce qu'ils sont pas organisés et ça va être une débâcle totale pour le défenseur et une victoire retentissante pour l'attaquant. Ça s'est pas passé comme ça, puisque chaque camp avait vraiment des problèmes en interne et devait s'en occuper. Donc ça a été assez tendu. La situation dans la République était tellement tendue que les Jedi ont été obligés de monter au pouvoir, et il y a eu toute une lignée de chevaliers Jedi qui se sont succédés au poste de chancelier suprême. Alors ça a été mêlé, c'est assez compliqué parce que normalement les Jedi ne sont pas censés intervenir dans le pouvoir politique ou militaire, même si on sait qu'ils font de très bons généraux puisqu'ils sont aidés, on va dire, par la force. Mais là, qu'un Jedi, donc quelqu'un qui fait partie d'un corps armé et surtout d'un mouvement entre guillemets religieux, arrive à la tête de la République, ça passe assez mal. Mais c'était nécessaire pour éviter la République de complètement sombrer dans le chaos, puisque les Jedi sont théoriquement, je dirais bien, incorruptibles, du moins financièrement. Donc les lobbies n'avaient pas vraiment de pouvoir sur eux. Et en scandale, les chanceliers Jedi ont été mêlés à plusieurs scandales, dont celui des Ubez. Alors, les Ubez sont un peuple qui est assez, on va dire, pas primitif, mais qui a évolué tardivement. Ils ont commencé à créer des armes de destruction massive qui étaient interdites par la République à travers plusieurs traités. C'est des armes très dangereuses. Donc, bien sûr, la République les a mis en garde. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Il faut absolument que vous arrêtiez parce que vous allez modifier l'équilibre des forces dans la galaxie si vous créez des armes trop puissantes. Et les Ubez ont refusé d'arrêter. Ils se sont dit non, c'est un moyen économique et puis ça nous fait une super armée, donc on va continuer de créer ces armes. Face à ce refus, les Jedi et la République ont lancé une frappe préventive. C'est une des premières fois que les Jedi vont lancer vraiment une frappe préventive. D'habitude, c'est plutôt, ils attendent plutôt de voir ce qui se passe et réagissent en fonction. Là, ils ont eu tellement peur de ce qui aurait pu se passer si ces armes étaient arrivées en libre circulation qu'ils ont décidé d'attaquer. Et ils ont détruit les colonies Ubez sur 3 planètes. Et la planète natale des Ubez, Uba 4, devint complètement invivable, obligeant les Ubez donc à porter des masques et des combinaisons filtrantes pour pouvoir survivre. D'ailleurs, on peut rencontrer quelques-uns de ces membres des Ubez dans le jeu vidéo, si je me souviens bien, c'est Jedi Knight 3, Jedi Academy, où lors d'un... je sais plus dans quel... il y a une mission où on doit affronter des Ubez qui sont des mercenaires au service d'un méchant. Voilà. Donc à partir du moment où ils ont détruit 3 colonies et rendu inhabitables, invivables, puisque les Ubez ont continué à vivre là-dessus avec des combinaisons, le monde de Uba 4, les Jedi sont devenus les ennemis mortels des Ubez. Sur la même période,
en moins 1750, l'Ordre Sith a également connu une petite révolution. Un leader connu sous le nom de Vassal Obscur émergea et il a mis fin à toutes les luttes intestines et il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on ne connaît pas sa véritable identité. On sait qu'il a été un maraudeur Sith, c'est tout ce qu'on sait. Mais on ne sait pas réellement qui il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom à part cette identité de Vassal Obscur. Il a très bien pu être un simple soldat dans les rangs de l'armée Sith, voire même de l'armée républicaine bien avant. Certains prétendent même qu'il est l'esprit de Xendor, donc le premier Jedi noir. Ça reste une rumeur, on n'a jamais vraiment pu prouver qui il était. Toujours est-il qu'il a créé une assemblée appelée les Chevaliers Noirs sur la planète Malvev 4. Les Sith qui ont survécu à la guerre, c'était vraiment que des soldats, des petits officiers, donc très peu expérimentés, pouvoir très limité. Et parmi ces Chevaliers Noirs, il y en avait très très peu qui étaient capables de mener un vrai duel contre un Jedi, et qui encore moins qui avaient une chance de remporter ce duel. Et le Vassal Obscur en faisait partie. Et il avait la particularité non pas de se battre avec des sabres laser comme maintenant les sabres laser de l'époque étaient devenus monnaie courante, c'était plus les armes primitives de moins 15 000, là c'était vraiment les sabres laser tels qu'on les connaît aujourd'hui, et lui il avait l'habitude de se battre avec deux épées Sith, comme des vieilles épées comme au temps jadis des premiers Jedi et des premiers Jedi noirs. Afin de contrer bien sûr la menace grandissante que le vassal dirigeait contre la République, le maître Jedi Murtag il a pris la décision d'éliminer ce dernier. Pour ce faire, en fait, il s'allia avec les Mandaloriens qui occupèrent l'armée Sith pendant que le Jedi assassina le vassal. Alors il sombra du coup du côté obscur, mais il réussit son projet, il arriva à détruire le vassal. Donc c'est une des rares fois, on va dire, qu'un Jedi sombre du côté obscur pour une bonne raison. Et surtout qu'il conserve sa raison. C'est-à-dire que beaucoup de Jedi ont sombré du côté obscur en essayant d'améliorer les choses dans la galaxie, soit en rétablissant un pouvoir, en disant voilà, on va arrêter le chaos, il faut absolument qu'il y ait qu'une seule personne qui dirige toute la galaxie. C'était un peu l'idée d'Anakin, ça sera plus tard l'idée de Jacen Solo, l'un des fils de Han Solo et de Leia. Il y a très peu de Sith qui ont réussi, malgré on va dire la chute dans le côté obscur, à s'arrêter là. Beaucoup partaient d'une bonne intention, mais ils ont complètement dérivé, ils sont devenus mégalos et ça leur a complètement tourné la tête. Et lui non. En fait, il a sombré du côté obscur et ensuite il s'est exilé et on n'en a plus jamais entendu parler. Luke, ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au côté obscur. La mort du vassal n'a pas résolu tous les problèmes pour la République, puisque même si son armée était très puissante, ça ne constitue qu'une petite fraction de l'ordre Sith. En 1466, avant la bataille de Yavin, les Jedi et la République affrontent une gigantesque armée Sith sur la planète Mizra. La bataille sera donc appelée la bataille de Mizra, qui sera une bataille très très meurtrière, dans laquelle vont périr plus de 500 000 soldats et Jedi de la République. Le poète Felux immortalise cette bataille en décrivant les nuées de speeder Sith. Chacun est piloté donc par un seigneur Sith et porte le nom d'une bête un peu de l'apocalypse, on va dire. Et il disait que tel quel, les sabres laser que levaient les seigneurs Sith auraient illuminé le ciel noir de cendres et les gémissements de leur moteur à répulsion auraient couvert les cris des mourants. Donc c'est vraiment la bataille apocalyptique par excellence, très très meurtrière, mais sans doute très très épique également. Après la bataille de Mizra, Dark Revan s'est établi sur la planète Almas. Alors on connaît peu de choses sur Dark Revan, si ce n'est que c'est un botaniste très doué, et il peut manipuler les plantes et les organismes vivants à travers la force. Donc il a créé une plante, la calutine, qui a pour but d'absorber le méthane d'une planète et le restituer en oxygène. Il crée également
un lien alchimique entre les officiers de son armée et ses soldats pour renforcer la cohésion de l'armée et améliorer, on va dire, la coordination de ses troupes sur le champ de bataille. Ça l'a pas aidé vraiment puisque devant la puissance que développait ce site, même s'il est resté cantonné sur la planète Almas, il se révélait une vraie menace pour l'ordre Jedi qui a décidé d'attaquer immédiatement et de le tuer. Sa forteresse subsiste encore sur la planète Almas puisqu'elle est imperméable aux tirs de blaster et donc ne peut pas être détruite même par des frappes orbitales. En 1250 avant la bataille de Yavin démarrent les guerres Sictis. C'est le dernier gros conflit de la période Dragulch avec l'arrivée de Belia Darzu. Alors c'est une métamorphe qui maîtrise la très rare technique du Meshuderu qui lui permet de contrôler avec la force des mécanismes complexes comme des droïdes ou toute autre prouesse technologique, on va dire. Elle crée une sorte d'armée mi-organique, mi-mécanique, l'armée des technobistes, qui est assez, on va dire, bizarroïde finalement. Elle va pouvoir contrôler toute son armée puisqu'elle va injecter des nanites, des petits robots, dans les corps des êtres vivants pour pouvoir les contrôler. Le gros problème de ces nanites, pas pour elle, surtout pour la République, c'est que chaque technobiste peut contaminer d'autres personnes qui deviendront à leur tour des technobistes. Ce qui fait que finalement l'armée ne cessait de grandir. Elle utilisait même des rituels sites secrets pour réanimer des cadavres et son armée s'appelait les métanécrons, donc qui ravageaient à peu près tous ses objectifs, détruisait des planètes, c'était complètement aberrant et elle avait un vrai pouvoir de destruction. Elle fut tuée en 1230 avant la bataille de Yavin sur Titon par l'ordre de Mekrosa. Alors l'ordre de Mekrosa, contrairement à ce que son nom peut supposer, ce n'est pas un ordre Jedi ou un ordre Sith, c'est une sorte de société secrète qui a pour but de défendre les intérêts de la maison Meseti. La maison Meseti, c'est une sorte de maison commerciale qui est c'est presque une sorte de mafia, donc qui ont fondé un ordre de chevaliers voué à la protection de leurs intérêts. Et cet ordre s'appelle l'ordre de Mekrosa. Alors, normalement, l'ordre de Mekrosa aurait dû être, on va dire, anéanti, puisque c'était une sorte de gigantesque cellule de renseignement. Mais l'ordre survécut, après sa pseudo-destruction, en fait, et à l'insu même des nobles de la maison Meseti. C'est-à-dire que, au départ, l'ordre avait une existence officielle, puis après sa dissolution, il a continué d'exister, mais dans l'ombre, et à chaque génération, vous voyez recruter des brillantes personnes, et sous couvert en fait d'études sur d'autres mondes, les jeunes de la maison Meseti étaient entre guillemets enlevés, entraînés à tuer, à tous les arts du combat possibles. Ils étaient aussi entraînés à des cours plus standards, économie, tout ce qui est finance, tout ça, pour dire voilà, en gros il est bien allé faire ses études de commerce sur la planète, on va dire la planète Melmac, mais finalement le gars il revient, il a bien fait ses études, il remplit son rôle de comptable ou d'expert comptable, mais en fait ce que ses parents et sa famille ne savent pas, c'est que c'est devenu une machine à tuer sous contrôle de l'ordre de Mekrosa. Donc cet ordre de Mekrosa va anéantir l'armée des métanécrons simplement en tuant la Dame Sombre dans Belia Darzu, qui n'aura plus aucun contrôle sur ses machines, et ça va s'arrêter là. Durant le dernier siècle de la période Dragulch, la République a subi une crise économique majeure, l'obligeant à renoncer à certains avant-postes situés dans la bordure. Donc c'était encore une fois, les frontières de la République se sont rétrécies. Et dans le même temps est apparue une épidémie qui a décimé près de 60% de la population dans les grands centres habités. Ça a été assez catastrophique, puisque on ne pouvait pas faire grand chose contre ça. Et parallèlement, les Sith gagnent en puissance, et le seigneur Sith Khan réussit à organiser un ordre Sith beaucoup plus stable que les nombreuses sectes coincées dans des conflits fratricides.
Il rassemble donc les seigneurs Sith sous la bannière de la confrérie des ténèbres, où chacun était censé être l'égal des autres. Et finalement, Khan devient quand même le chef de la confrérie, donc même si, comme diraient certains, Khan il était plus égaux que les autres. Et il devint donc le chef de la confrérie, et il mène la guerre contre la République, à laquelle il inflige de lourdes défaites, compte tenu en fait de la crise économique et l'épidémie qui subsiste encore dans la République, et ça a été vraiment dramatique là aussi. C'est vraiment l'un des conflits les plus sanglants de l'ancienne République. Parmi les défaites les plus importantes, il y a eu en 1006, avant la bataille de Yavin, la reconquête de Korriban, qui a permis aussi d'établir une nouvelle académie sur leur monde d'origine, et la campagne de Kashyyyk en 1003, avant la bataille de Yavin, où s'illustra un site du nom de Death. Alors, Death, c'est un site qui va prendre énormément d'importance par la suite, puisque dans la bataille de Kashyyyk, il n'est qu'un soldat. Et bien plus tard, il deviendra sans doute l'un des sites les plus puissants que la galaxie ait jamais compté, sans doute l'un des plus ambitieux et l'un des plus raisonnés depuis très très longtemps. Donc, on a eu donc ces deux conflits qui ont mis à mal la République, et petit à petit les Sith grignotent du terrain, récupèrent des planètes à droite à gauche, et après la conquête de Ruzan et de plusieurs routes hyperspatiales, ils regardent du côté du noyau, parce qu'ils sont quand même assez proches de Coruscant, et ils se disent qu'en dominant Coruscant, ils pourront vaincre définitivement la République. Mais c'est alors qu'arrive l'armée de la lumière. Une troupe composée de Jedi et de soldats de la République qui a défié, on va dire, les ordres du Conseil Jedi et du pouvoir en place de la République, sous les ordres du général Jedi Hoth. Alors rien à voir avec la planète. Il faut savoir que le nom de la planète existait déjà avant que ce général apparaisse. Donc on n'a pas nommé la planète en son honneur, c'est juste qu'il a le même nom que la planète. Bref. Le premier coup d'éclat de l'armée de la lumière fut la reconquête du Ruzan, qui marqua vraiment un tournant dans la guerre, puisque les Jedi arrivent quand même à repousser l'armée Sith, et Khan devient complètement maboule. Il décide que le général Hoth est trop dangereux, ça devient son ennemi personnel, et il veut absolument anéantir l'armée de la lumière. C'est d'une débilité sans nom, puisqu'il va affaiblir tous les postes qu'il avait mis en place à travers la galaxie pour réunir toute son armée Sith au même endroit. C'était vraiment le tournant de la guerre, puisque c'est à ce moment-là que les Sith ont commencé à perdre. Les batailles à la surface de Ruzan étaient tellement meurtriers que les Sith ont été obligés de faire appel à des étudiants à peine formés de leurs académies. Ils ont vidé toutes leurs académies Sith à travers la galaxie pour envoyer tous les apprentis sur Ruzan. Les Jedi étaient aussi coincés, ils étaient obligés donc de mettre les Padawans en première ligne, parce qu'ils étaient complètement débordés par les nouvelles recrues Sith qui arrivaient. Alors ça a augmenté énormément le taux de mortalité dans les deux camps, puisque finalement on envoyait en chair à canon des apprentis qui n'étaient pas formés, qui connaissaient rien vraiment au combat, et ça a été sans doute l'une des plus grosses erreurs des deux camps simultanément, puisque à ce moment-là, en fait, Ruzan ne représentait aucun intérêt stratégique, mais on va dire l'idiotie de Khan à vouloir persister, à vouloir à tout prix vaincre Hoth, a fait que le conflit s'est enlisé et s'est enraciné sur cette planète pendant une très grande période. Les Jedi ont même été obligés de recruter des enfants sensibles à la force pour les emmener sur le champ de bataille, car le Conseil refusait de leur allouer plus de ressources. Donc ça a été vraiment, pour vous dire à quel point ça a été dramatique vis-à-vis de l'ordre Jedi, et alors que le conflit tournait vraiment en faveur des Sith, puisque les Jedi s'étaient réfugiés dans donc le général Hoth et les Jedi survivants se sont réfugiés dans une forêt, les Sith ont invoqué une tempête de force pour anéantir les Jedi. C'était assez catastrophique. Et là, les Sith ont encore une fois fait preuve de débilité, mais d'une débilité sans nom, puisque ils tenaient les Jedi à leur merci. Il leur suffisait d'intensifier, de diriger la tempête de force sur la forêt pour gagner la guerre,
Et non, et les Sith ils se sont dit, ben tiens, puisqu'ils sont si affaiblis que ça, on va y aller à coups de sabre. Et à ce moment-là, en fait, il y a le Jedi Valentine Farfalla. Alors, il me semble que c'est un mec, hein, c'est pas une nana. Valentine Farfalla arrive avec 300 Jedi en renfort, puisque c'était l'un des amis du général Hutz, et il avait pour mission en fait de quitter Ruzan et d'aller recruter des troupes à l'extérieur. Il a mobilisé des Jedi qu'il connaissait. Donc 300 Jedi arrivent en renfort. Et là, les Sith sont vraiment pris au dépourvu parce qu'ils sont pris entre deux fronts. Et là, Khan, il va utiliser ses pouvoirs pour soumettre plusieurs seigneurs Sith et les obliger à créer une bombe psychique. Ils vont se réfugier dans des grottes de la planète pour essayer de créer leur pseudo-bombe. Pour éviter ça, Hoth et 99 Jedi volontaires qui ont été prévenus par le Sith Copex pénètre dans la grotte où s'est réfugié le seigneur Sith. Et à ce moment-là, la bombe explose, détruisant en fait tout être sensible à la force sur la planète. Par chance, beaucoup de Jedi, donc tous les Jedi qui n'aidaient pas Hoth dans la recherche de la bombe, ont pu évacuer la planète, notamment Joun Houghton, qui était l'apprenti de Hoth, et Valentine Farfalla. Les âmes des Jedi et des Sith qui ont été, dont les corps ont été pulvérisés, se sont agglomérés et ont été enfermés dans une sorte de cocon géant. Ce cocon a énormément d'importance puisque c'est sur Ruzan, à l'emplacement même de ce cocon, que va apparaître la vallée des Jedi. Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Bien des années plus tard, le chevalier Jedi Joun Houghton revient sur la planète qui a vu mourir son maître avec des droïdes, des ouvriers, pour reconstruire en fait une sorte d'édifice immense qui s'appellera après donc la vallée des Jedi, pour commémorer et surtout pour être une sorte de lieu de pèlerinage pour les Jedi. De leur côté, les Sith ont vraisemblablement disparu. Mais ce que la République ignore, c'est que finalement, elle doit sa République à l'un d'entre eux. Un Sith extrêmement puissant, connu à l'époque sous le nom d'un simple soldat qui s'appelait Death. C'est le Sith qui a instauré la règle des deux, Dark Bane. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode sur les nouvelles guerres Sith. Donc, prochain épisode, normalement, on va parler de tout ce qui est guerre des clones. Et je pense que là vous dites, mais Darkbane, on en fait quoi? Et ben en fait, Darkbane va rester dans l'ombre pendant un très long moment. Et j'ai pas envie d'en parler tout de suite, pour la simple et bonne raison que ça interviendra beaucoup plus tard. Il y aura un épisode spécial qui lui sera consacré, puisqu'il a une histoire très intéressante. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en parler, mais faire un seul épisode complet orienté sur ce personnage-là, aujourd'hui, sachant que mon travail principal pour le moment c'est de retracer la chronologie, ça me semble un peu inapproprié. Normalement, très rapidement, une fois que j'aurai fini toutes les étapes principales de la chronologie Star Wars, je parlerai donc des différentes, comme j'en ai parlé au début, des Mandaloriens, de différents personnages, notamment Dark Bane. Surviendront d'autres personnages très emblématiques où on va détailler un peu plus leur histoire, par quoi ils sont passés, puisque même dans le passé, il y a eu des personnages qu'on a rapidement abordés dans les précédents épisodes, mais qui mériteraient d'être, on va dire, plus approfondis. C'est le cas notamment, peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que Revan est déjà quand même bien entamé, l'exilé aussi. Je verrai si ça vaut vraiment le coup de refaire des épisodes spéciaux pour eux, sachant qu'il y a quand même eu l'épisode vraiment orienté sur le conflit entre Revan et la République qui était très, très intéressant et très important. Je suis pas certain de faire des épisodes sur ces deux personnages là, mais il y en a plein d'autres sur lesquels j'ai déjà prévu de faire quelques petits trucs.
Donc fin de cet épisode, on se revoit dans à peu près un mois pour les guerres, la guerre des clones, et en fait on va attaquer, plutôt qu'attaquer directement la guerre des clones, on va attaquer les trilogies Star Wars, donc les 6 films, en commençant par le tout premier, donc la menace fantôme, et sans doute un petit bout de ce qui a pu se passer avant et qui peut être très intéressant.